nous avons essayé de réunir sur cette table ronde une diversité de participants, des responsables d'innovation dans les PME, des dirigeants de PME. On a une petite préférence quand même pour les entreprises qui étaient fortement impliquées dans le projet ASIC et qui nous ont aidés aussi à développer les cas, parce que c'est avec elles qu'on a appris, on les remercie. On a également des intermédiaires d'innovation qui accompagnent les PME, qui les mettent en lien. Donc TESAM, l'IUMM ici, et puis on a un représentant d'un cabinet de conseil. Alors je vais vous laisser vous présenter en 1 minute. Dites-nous qui vous êtes, votre nom, votre prénom, votre fonction et votre relation à l'innovation collaborative. Tout ça d'un coup. Bonjour. Bonjour, moi je m'appelle Patrick Hémin, je dirige une société qui s'appelle Agilium, qui est basée à Annecy. On est impliqué dans des projets collaboratifs, essentiellement au départ avec des collègues entreprises et puis pas mal avec des labos. Voilà. Bonjour, Nicolas Gorgis, société Gorgis Timing, que je dirige. Côté innovation, on est fortement impliqué dans l'innovation parce qu'on dépense en moyenne plus de 20% de notre chiffre d'affaires en R&D. Et on est chef de file sur un projet PSPC, donc c'est un projet d'innovation côté filière sur lequel donc nous sommes chefs de file et pour lequel on dépense 50% de notre chiffre d'affaires en R&D depuis 2 ans. Voilà. Bonjour, je m'appelle Anne Boucher, je suis ingénieure innovation de la société Masweb Textile, qui est une PME spécialisée dans la transformation de fils, donc très technique. Nous, on s'est lancé dans l'innovation, ça fait maintenant plus de 10 ans. Personnellement, je suis chef de projet dans des projets collaboratifs. On a déjà clôturé 2, on en participe à 2 autres en ce moment. Donc voilà, chez nous, c'est très important l'innovation et savoir la gérer en interne. Bonjour, Sandra Cheriti, donc je suis chef de projet innovation à TESAM, donc l'un des intermédiaires que tu as cité. Donc TESAM, on est à la base une structure annécienne, mais avec un fort ancrage sur toute la région pour accompagner le tissu existant. Et j'ai plus particulièrement la chance de coordonner un programme d'accompagnement des PME au niveau régional pour les faire progresser sur les aspects management de l'innovation, donc depuis les phases amont, stratégie, jusqu'à la mise sur le marché de leurs produits. Plutôt focalisé sur l'intra des entreprises, mais forcément quand on parle d'innovation avec des collaborations à l'extérieur, d'où mon intérêt pour le projet ASIC. Bonjour, Pascal Pizel, je suis dirigeant de la société Ixiad. Nous sommes spécialisés dans le management de projets d'innovation, centrés sur l'expérience utilisateur, c'est-à-dire sur le facteur humain. Nous faisons, donc on est une petite équipe, hein, on est une dizaine on est une équipe multidisciplinaire avec psychologues, sociologues, designers, marketeurs et ingénieurs. Voilà, donc on accompagne tout type d'entreprises, de la start-up à la très grande entreprise. Nous avons, donc ça fait près de 20 ans qu'on existe, donc évidemment sur une durée comme celle-là, on a des expériences multiples, notamment celle d'expériences d'accompagnement en mode collaboratif. Mais je dirais que, toute proportion gardée, on a surtout une grosse expérience en accompagnement, en intra, en innovation participative. Bonjour, Emmanuelle Perret, donc je suis chargée de mission au sein de l'UIMM de l'Ain sur les questions d'innovation et de performance industrielle principalement. Donc l'UIMM de l'Ain, on représente donc 850 entreprises dans l'Ain avec 80% de ces 850 entreprises qui sont donc des PME. Donc le lien PME, et je voulais ajouter aussi beaucoup de sous-traitants, ce qui implique aussi un cadre particulier sur le sujet de l'innovation. Le lien avec l'innovation collaborative, c'est que je pilote donc 2 programmes, un qui s'appelle Avenir Industrie, donc là qui cherche à rapprocher les PME des laboratoires en général, et puis un autre programme dont je suis co-titulaire, c'est la chaire Transformation 4.0, où là également on aide les entreprises sur leur transformation 4.0. Donc sur le sujet de l'innovation collaborative, finalement on travaille sur ces sujets par opportunité, mais surtout par nécessité des PME.
Bonjour, Corinne Farras, je dirige le pôle de compétitivité Tectera, textile et matériaux souples. Aujourd'hui, donc, la notion d'innovation dans les pôles de compétitivité, elle a été plus ou moins définie par l'État qui finance un certain nombre de projets. Et donc, la notion collaborative, elle est relativement claire. C'est deux entreprises, plus un laboratoire de recherche qui doivent travailler ensemble pour développer des nouvelles solutions. C'est la base de l'innovation collaborative telle qu'il a été décrit par le ministère de l'Industrie sur l'innovation. Donc nous, on fait une différence sur la notion de collaboration et de collectif. La collaboration, il y a bien des interactions entre les individus dans le but de sortir quelque chose en commun. Dans le collectif, on est plutôt un ensemble d'entités qui travaillons et échangeons plutôt sur une approche plutôt de benchmarking. Donc aujourd'hui, par rapport à ce qui a été déjà évoqué ce matin, c'est ces dimensions-là sur lesquelles je suis là pour vous solliciter et un peu vous titiller sur ces dimensions-là de collaboration par rapport à collectif. On va voir sur la dimension donc, de cette démarche-là au travers donc, des gens qui accompagnent l'innovation, les facilitateurs, les connecteurs, donc plutôt l'UMM et donc TESAM, sur comment vous avez analysé, par rapport aux entreprises que vous accompagnez, les craintes et les motivations à être sur des projets collaboratifs au sens large? Donc sur la notion des motivations, pour débuter, les motivations des PME à s'engager dans ce genre de projet, c'est principalement d'être beaucoup plus efficace, d'obtenir des compétences qu'ils n'ont pas. On va dire que c'est les deux grands leviers. Compétences et également moyens. Puisque par exemple quand on va solliciter des projets avec des laboratoires, on peut capitaliser à plusieurs sur l'investissement qu'on fait en termes de recherche et ensuite de transfert technologique. Ensuite, en termes de crainte, on va dire, la crainte c'est effectivement sur la question de la confiance, c'est qu'à un moment donné, il n'y a pas trop de problème sur la question de la propriété intellectuelle, c'est plus sur le fait que tout va très vite, donc que les choses soient diffusées aux mauvais acteurs, au mauvais moment. Voilà, donc c'est la question vraiment de se fixer un cadre au départ qui soit clair, sachant que nous, les expériences qu'on a en termes d'innovation collaborative, c'était beaucoup sur les questions d'organisation, de process, et moins finalement sur le produit final qui est vendu. Voilà ce que je peux dire de manière synthétique sur ce sujet. Ouais, je voulais déjà revenir moi avant de passer à l'innovation collaborative, sur l'innovation tout court. Enfin, on l'a vu ce matin. Il y a quand même de nombreux freins qui sont évoqués déjà pour que les PME innovent. Avec en plus le biais qu'on a souvent, alors je vais caricaturer volontairement, mais pour la plupart des PME, l'innovation elle est forcément technologique et elle est forcément de rupture. Alors derrière, ensuite, elles vont avoir le sentiment, souvent à tort, qu'elles ne vont pas être capables d'innover parce qu'elles n'ont pas les ressources financières, elles n'ont pas le temps. Et finalement, on s'est rendu compte aussi ce matin, je voulais juste reprendre un peu du recul sur le discours de Jérôme Lopez, que même une entreprise qui innove telle que la sienne a du mal à se mettre en avant et a du mal à réaliser que déjà d'avoir été capable d'anticiper une norme et de vivre pendant 10 ans sur un produit, c'est déjà quelque chose d'extraordinaire. De chercher, alors pas toujours avec le succès court terme, mais de chercher à se marier avec des laboratoires, de tout le temps continuer, questionner son offre, c'est déjà quelque chose d'extraordinaire. Il n'empêche que confronté à la difficulté, le time to market, le fait que ça ne réussisse pas à chaque fois, il met presque plus facilement en avant les freins, les difficultés que les succès. Et ça, c'est un syndrome souvent dans les PME. Elles font et elles ne savent pas dire qu'elles font. Alors après, si on met du collaboratif par-dessus, ça va prendre encore plus de temps. On l'a beaucoup évoqué aussi ce matin, il y a le gros souci de partage de la valeur. La plupart des PME en Rhône-Alpes, Auvergne-Rhône-Alpes, sont aussi souvent en position de sous-traitants. Donc elles ont aussi parfois pu être maltraitées par leurs grands donneurs d'ordre clients et ont pu subir longtemps les cahiers des charges. Et donc il y a un paradigme à dépasser sur ce point-là aussi. Donc collaborer avec l'extérieur, ça complexifie encore la chose.
Merci Sandra. Alors, TESAM, IUMM, vous êtes deux acteurs importants, Corinne Foras le disait. En recherche, on parle de connecteurs, on parle d'acteurs frontières, parce qu'une des grandes difficultés de l'innovation collaborative, c'est déjà d'arriver à se comprendre. Dans un réseau collaboratif qui réunit des PME qui peuvent être de secteurs d'activité différents, c'est compliqué. Vous ajoutez à cela un laboratoire de recherche, c'est encore plus compliqué, parce qu'on n'a pas les mêmes objectifs, les mêmes temporalités, et avec un gros groupe également. Donc, votre rôle, c'est un rôle de traducteur et de transition entre ces différents mondes qui est essentiel. Alors pour amender un petit peu au débat, je donnerai la parole à Pascal Pizel, qui dirige un cabinet de conseil. On a vu les motivations, on a vu les freins. Comment est-ce qu'un cabinet de conseil peut aujourd'hui favoriser cette innovation collaborative et accompagner pour dépasser ces freins-là et voir favoriser la capacité d'absorption, Pascal? Très honnêtement, la question est vraiment très difficile au regard de notre expérience. Pourtant, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle est relativement importante. Ce que je voulais dire en préambule, tout de même, on ne l'a peut-être pas vraiment souligné là, mais ce qui caractérise l'innovation, c'est tout de même c'est la complexité. On est confronté en permanence à une complexité effroyable. Et donc, à l'échelle d'une PME, d'une PMI, en soi, c'est quelque chose qui fait très très peur. Donc, elle a des capacités, bon, je ne vais pas reprendre les propos qu'on a déjà entendus ce matin, mais donc ces capacités sont très, très réduites. Donc, on va dire que lié à cette complexité, vient tout de suite la question du partage de la valeur. Donc, sur le partage de la valeur, une PME va être très frileuse. Elle n'a pas l'habitude de partager la valeur. Historiquement, elle est centrée sur son produit, son client, son processus industriel. Donc très, très centrée sur elle. Donc elle a plutôt le réflexe prestation, parce qu'au moins en mode prestation, acheter de la prestation de service en innovation, pour elle, ça va être plus facile que d'essayer de se mettre dans des modes collaboratifs où cette question de la valeur va se présenter. Mais qui dit le mode prestation, une fois de plus, va revenir la question de la finance, de la capacité financière. Et ça, à chaque fois, on se heurte à ce problème-là. Je dirais, 99% des cas. C'est-à-dire que la plupart du temps, la PME, la PMI ne peut pas se payer des vraies prestations de qualité pour les accompagner dans leur processus. Donc, c'est ficelle et sparadrap. C'est comme ça que je l'appelle en tout cas. Nous, ce qu'on essaye de proposer, c'est un schéma, on va dire, alternatif, et ça, c'est un schéma qu'on propose depuis 12-13 ans, qui est un schéma en mode où, comment je pourrais dire, où on se centre sur les choses essentielles en termes de méthodes et outils. Je ne vais pas revenir sur les méthodes et outils qui ont été présentés ce matin, donc nous, on les maîtrise tous, et d'autres encore. Mais à l'échelle d'une PME-PMI, c'est totalement illusoire de penser qu'elle va pouvoir un jour maîtriser un de ces outils. Alors, vous connaissez peut-être des exemples, mais ils vont rester exceptionnels. Donc, pour la PME, ce qui va compter, c'est le résultat. Apprendre à utiliser une méthode ou un outil, je dirais, c'est le cadet de leurs soucis en général. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va plutôt se mettre dans un mode d'innovation participative, c'est-à-dire qu'on va essayer de mettre en mouvement le maximum d'individus dans l'entreprise. Bon, le maximum, c'est pas beaucoup en général. Et on va leur transmettre un minimum de connaissances sur les méthodes et outils. On va surtout leur apprendre, donc, leur faire prendre conscience à quoi ça va servir. On ne va pas leur demander d'être des experts, mais on va leur montrer comment les utiliser. Et on va donc là, on est plutôt dans une séquence, on va dire, formation. Et ensuite, on va faire de l'accompagnement, on va faire du coaching sur l'utilisation de ces méthodes et outils, jusqu'à temps d'arriver à des résultats. Donc, je vous passe tout le process d'itération, etc. Donc ça peut être plus ou moins long. Je dirais que ça fonctionne très bien. Ça fonctionne très bien. Après, si on
on revient à la question qui nous réunit ici sur la capacité d'absorption, sur acquérir, assimiler, appliquer. Moi, je dirais que sur appliquer, c'est très bon. On y arrive, mais sur les deux autres A, je dirais le résultat, il est franchement mauvais. Il faut rester très... comme je dis, c'est notre expérience. Je ne veux pas être pessimiste, mais je dirais qu'il y a tout de même des réalités qui sont devant nous. Oui, je voulais rebondir sur ce qui vient d'être dit, parce qu'une des clés qui me semble importante pour les PME, c'est la question de l'ouverture. Donc d'être en capacité de s'ouvrir, d'être en veille, en alerte, et c'est ça qui est compliqué pour eux. Et c'est vrai que des organismes comme l'UMM ou comme TESAM, l'idée c'est vraiment de pouvoir leur apporter des cas concrets, les faire se rassembler, créer un climat de confiance, créer des opportunités avec les laboratoires de recherche. Et petit à petit, en fait, eh bien, on a des success stories. Et puis quand on en a une, on en a deux, et on en a trois. Ensuite, on a de la collaboration entre elles. Enfin, tous les laboratoires qu'on a visités, nous, dans le cadre de l'UMM, ça a toujours généré des projets d'innovation collaborative à l'issue. Mais parce qu'ils n'avaient pas vu ce qui était possible, concrètement comment ça pouvait s'appliquer. Parce que la question, après, de mettre en œuvre, on a des solutions. Il y a des solutions à travers des cabinets, il y a des solutions... nous, on encourage beaucoup aussi d'avoir recours à des projets de fin d'études, par exemple. Donc, on arrive à mettre en œuvre, c'est créer ce déclic et ce climat de confiance qui va permettre ensuite d'avancer sur ces sujets. Merci. Alors, les sujets, on va les introduire. Oui, donc voilà. Donc, il y a plusieurs entreprises, plusieurs cas qui ont été travaillés dans ce projet. Donc, on a la chance d'avoir des industriels avec qui sont à la fois du côté des entreprises digitales et des entreprises industrielles. Donc, je vais demander à chacun de prendre une dizaine de minutes pour présenter 2 points qui ont été évoqués par les différentes personnes. C'est les bonnes pratiques que vous mettez en place pour travailler sur l'innovation collaborative et votre retour d'expérience au travers de peut-être quelques illustrations qui permettront à générer sûrement plein de questions. Je laisse la parole. Honneur aux dames. Honneur aux dames, avec Anne Boucher de Masbeuf Textile. Sans être impoli, mais je voulais juste rebondir un petit peu si... Ouais, je voulais juste rebondir sur ce qui a été dit et je trouve que c'est assez négatif. Et aujourd'hui, il y a un truc que je ne comprends pas, c'est de l'innovation. Alors, il y a peut-être la différence entre innovation et recherche. Peut-être qu'on confond un petit peu les deux. Mais pour faire de l'innovation aujourd'hui, il n'y a qu'à sortir dans la rue et on trouve de tout. Pour faire de l'innovation, elle est accessible partout. Et là, tout le monde est en train de dire c'est très compliqué d'innover. Et je pense que, aujourd'hui, on est quand même dans un monde où tout va très vite, trop vite peut-être, où il faut se démarquer. Donc, à mon avis, c'est plutôt que les PME que vous avez rencontrées, c'est pas dans leur stratégie ou c'est pas dans leur culture. Parce que quand on fait de l'innovation, il y a un but. Il y a un but et ce but, il doit être atteint. Donc ça fait partie de la stratégie de l'entreprise. Donc quand on dit qu'ils sont frileux de faire de l'innovation, qu'on recherche des financements, qu'il n'y a pas de financement, je sais pas, on n'est peut-être pas au même endroit. Mais aujourd'hui, je pense qu'on peut trouver très facilement des financements, faire de l'innovation relativement facilement. Mais par contre, oui, ça demande des efforts, ça demande du relationnel, ça demande de sortir, de s'ouvrir, et c'est juste en fait de vivre pour une PME, parce que sans innovation, du moins côté technologie, sans innovation, il n'y a pas de pérennité. Donc voilà, je ne sais pas si mes collègues entreprises partagent, mais... C'est exactement ce que j'allais dire en fait, c'est que effectivement, moi je vais parler de mon expérience dans mon entreprise, mais l'innovation c'est vital, on est obligé en fait. Effectivement, il y a des freins, mais on passe outre parce que c'est d'un point de vue stratégique, c'est obligatoire. Dans mon entreprise, donc Masbeuf Textile, qui est une entreprise assez industrielle et technique, qui a une centaine d'années, donc c'est une PME, on est une 50aine d'employés. On arrivait à un moment, surtout dans le textile en Rhône-Alpes, où si on n'innovait pas, ou si on n'importait pas de nouveaux produits, on allait fermer. C'était plus possible de continuer avec le modèle actuel.
Du coup, la réflexion s'est posée. Effectivement, innover, c'était quelque chose d'assez nouveau dans l'entreprise, puisque c'est toute une démarche, une méthodologie, une stratégie qui demande effectivement des ressources, des moyens. Mais j'ai eu la chance d'avoir un dirigeant qui, lui, n'a pas hésité, en fait, et a bien compris les freins, mais a dit, on y va. Effectivement, nous, pour commencer l'innovation, on a débuté avec un projet collaboratif qui a été labellisé par Tectera en 2008, qui s'appelait Silicotex, dont l'objectif était d'intégrer du silicone dans du textile. Bon, je vous passe la technique, mais ce qui était très intéressant pour nous, et là où je vais rebondir sur les questions, notamment sur les pratiques, c'est que ce projet collaboratif qui a intégré aussi bien des PME que des grands groupes que des laboratoires, ça nous a permis de nous confronter vraiment avec ce qu'était l'innovation collaborative, ne plus innover simplement en interne avec les outils qu'on pouvait avoir, et vraiment découvrir comment travailler ensemble quand on a un objectif commun. Donc, hormis toutes les connaissances techniques qui, pour nous, sont plus intuitives, effectivement, à comprendre et à assimiler, c'est toutes les connaissances annexes qui nous intéressaient. Donc, le management de projet, toute la partie sur la gestion des finances et des dépenses avec les aides qu'on pouvait avoir, toute la partie en pays. Donc, on a quand même déposé un brevet et on n'était pas les seuls dans ce projet-là. Donc, comment gérer ça avec les partenaires. Donc, vraiment, nous, ce projet-là en particulier nous a beaucoup apporté. Ça a été des pratiques, effectivement, on ne s'est pas forcément rendu compte sur le moment de tout ce qu'on avait appris. C'est notamment avec l'étude qu'on a menée avec l'Université de Grenoble, et même nous en interne, quand on a pris le temps de se poser pour faire un recul sur ce projet-là, effectivement, qu'est-ce qu'on peut réutiliser pour des projets à venir ? Faut savoir qu'effectivement, ça prend du temps. Parce que je rebondis un peu sur ce qu'on a dit ce matin, mais c'est toute une réorganisation de l'entreprise, en tout cas pour nous. Le service R&D s'est créé comme ça, toute la partie management aussi, la gestion de projet, la veille technologique, tous ces points qui n'étaient pas forcément travaillés chez nous puisqu'on n'avait pas ce besoin-là, vu qu'on ne faisait pas spécialement d'innovation, on était plus dans du travail de sous-traitance ou à répondre à des demandes bien précises, à façon. Donc tout ça, ça a vraiment modifié l'entreprise. Alors oui, c'est compliqué. Ça demande des ressources, ça demande des moyens, ça demande de prendre du temps, de se rendre compte qu'effectivement, tout se fait pas facilement. Mais voilà, en tout cas, nous, on est la preuve que c'est faisable. Ça ouvre en plus, effectivement, outre les connaissances, tout un réseau. Donc c'est comme ça qu'on s'est amené à travailler avec des laboratoires, donc aussi bien techniques, mais aussi de sciences humaines, qui effectivement, c'est pas historiquement des contacts qu'on aurait pu avoir de notre entreprise, mais ça nous a beaucoup apporté sur notre façon de travailler. Donc voilà, nous, on sait que l'innovation, il fallait y aller, on y allait, ça a vraiment ouvert tout un pôle chez nous. On a fait un deuxième projet collaboratif en tant que chef de projet, donc avec d'autres problématiques. On a développé des liens avec des PME régionales ou pas, avec des laboratoires, avec des grands groupes. En tant qu'exemple concret, nous, on avait déjà des idées techniques, on avait essayé de contacter des grands groupes pour développer des partenariats pour innover ensemble. Ça n'a pas fonctionné. Or, le même groupe dans le projet collaboratif, on a pu travailler ensemble et ça a même abouti à un produit chez nous commercialisé aujourd'hui. Donc, nous, vraiment, on ne dit pas qu'il faut que fonctionner avec de l'innovation collaborative, mais ça nous apporte énormément. Alors, je suis d'accord sur la notion de partage des connaissances. Effectivement, là-dessus, on est un peu frileux, on ne va pas forcément tout dire, mais avec de la réflexion et de la méthodologie, c'est vrai qu'on y arrive assez bien. Donc, voilà un peu comment nous, on l'a vécu. Et je voulais juste compléter avec, on a dit un truc ce matin sur l'international. Nous, l'innovation, c'est uniquement grâce à nos produits innovants qu'on arrive à aller à l'export à l'international. On voit bien qu'en Europe ou même dans le monde, si on arrive avec des produits qui existent déjà, qui peuvent trouver ailleurs, ça ne va pas fonctionner. Même si on est très bon en qualité, en service, il faut vraiment amener quelque chose de nouveau pour se faire entendre et rentrer dans des nouveaux marchés à l'international. Voilà. On a un peu fait le tour. Bon allez, je continue. Donc Gorgie Timing, on a toujours été tourné sur l'innovation. Ça fait partie vraiment de notre ADN et on se positionne en tant que leader en innovation dans notre métier qui est
où on est en fait expert en fréquence. Et notre métier, c'est de donner en fait un même référentiel temps à une même communauté économique pour que tous les PC, toutes les imprimantes, toute la vidéosurveillance, le contrôle d'accès d'un aéroport par exemple puissent avoir la même heure sur toutes les machines de façon à pouvoir déjà ne pas perdre de données et ensuite pouvoir exploiter ces données et faire la chronologie des événements. Et la partie visible, ce sont nos horloges que vous connaissez sûrement si vous prenez le train en France notamment, puisque c'est toutes les horloges de quai de gare ou les horloges avec les petits points lumineux rouges que vous pouvez voir à la télévision. Voilà. Et donc chez nous, c'est vraiment culturel et c'est aussi stratégique puisque sans innovation, effectivement, on n'irait pas à l'international. Ce serait compliqué pour nous puisque en fait, la partie visible de notre métier, ce sont des horloges. Donc souvent, l'horloge, elle peut être assimilée à celle que tout le monde peut avoir chez soi, celle d'IKEA. Voilà, donc c'est pas évident et dans notre métier, on se doit d'innover. Et aujourd'hui, on est vraiment axé sur tout ce qui est réseau informatique et pour pouvoir piloter, contrôler, superviser, manager tous nos produits. Et puisqu'aujourd'hui, on est quand même sur des marchés qui sont très vastes et en même temps très pointus, puisqu'on va du tertiaire pour équiper des écoles, des administrations, jusqu'à la défense, voilà, dans des Rafales, dans des Mirages, dans des bateaux de guerre pour synchroniser tous les équipements, synchroniser les avions, synchroniser des shelters de communication, des trains, des aéroports. Voilà, donc on a de la performance, de la sécurité et aujourd'hui, ça fait partie de l'innovation, notamment dans le digital. Et donc on a créé en fait en 2014, et là c'était une première pour nous, un projet PSPC. Donc c'est un projet structurant pour les filières, et nous c'est la filière de temps fréquence, sur lequel on est chef de file. C'est un projet type FUI, mais sur un niveau qui est différent puisqu'on est sur des budgets beaucoup plus importants. On est à peu près sur un budget de 15 millions d'euros pour notre PSPC. Et pour nous, c'était vraiment une première. Effectivement, à l'époque, avant de créer le projet, on avait eu cette idée. Et c'était de dire, finalement, on veut distribuer le temps légal d'un pays jusqu'à l'utilisateur final, c'est-à-dire jusqu'au device. Et peut-être que si on avait œuvré sur notre innovation classique, on va dire, en fait, le projet serait sûrement déjà sorti, serait beaucoup plus petit, il serait peut-être même déjà mort. Et en fait, on est venu à l'innovation collaborative par ce projet PSPC, sur lequel on a mixé des académiques. Donc on a l'Observatoire de Besançon, de Paris, différents laboratoires, FEMTO, le Laboratoire National des Essais. On a des industriels. À Grenoble, on a Tronix, on a Automatique Industrie, on a Business et Décision, EOLAS. Puis après, on a d'autres PME aussi dans notre panel d'industriels. On a à peu près 10 ou 12 partenaires dans ce projet collaboratif. Et ensuite, l'originalité de ce projet collaboratif, c'est que c'est une PME qui est chef de file, ce qui en fait un peu un projet atypique pour un PSPC, puisque généralement, c'est plutôt un grand groupe. Et là, donc, c'est une PME qui est à la tête de ce projet. Et surtout, les grands groupes ne sont pas financés dedans. Donc, en termes de grands groupes, on a des démonstrateurs qui sont les SNCF et Schneider. Et donc, c'est un projet qui est soutenu par les investissements d'avenir et du coup, qui est vraiment surveillé par les investissements d'avenir, puisque c'est un projet assez atypique. Ils voudraient en faire un petit peu un cas d'école, puisque c'est la première fois qu'une PME est à la tête de ce type de consortium. Et effectivement, ce qui est important, et c'est ce qui rejoint un petit peu la méthode et ce qui nous a plu dans la démarche, c'est que le projet collaboratif, c'est beaucoup plus long, ça demande beaucoup plus d'investissement, notamment pour le chef de file. Et dans ce cadre-là, le chef de file, il doit être vraiment épaulé. Nous, on a un consultant qui est partenaire aussi dans ce projet. On l'inclut en tant que partenaire.
et qui nous aide à faire tout l'aspect collaboratif. Parce que c'est extrêmement lourd sur le reporting, sur la cohésion entre les partenaires. Et là, je pense que ce qui manque pour tout ce qui est projet de ce type-là collaboratif, c'est quand même un outil qui permet d'identifier. Alors, identifier les partenaires, c'est assez facile, mais de vérifier si eux ont la culture de l'innovation, du collaboratif, ça c'est autre chose. Et justement, c'est peut-être dommage qu'il n'y ait pas Minalogic qui soit là aujourd'hui, mais il y a encore... Ah, ils sont là. J'ai pas vu. Mais il y a d'autres pôles de compétitivité qui, justement, gèrent les FUI ou qui valident les FUI, entre autres, ou d'autres projets collaboratifs. Et en fait, la crainte dans un projet collaboratif, pour peut-être qu'il meure, ou en tout cas qu'il y ait une grosse perte de temps, c'est que le partenaire ne soit pas en adéquation avec tous les autres et la philosophie du projet. Et nous, on a eu le cas où un partenaire a été défaillant. Il était là plus pour chercher de la subvention que chercher finalement de l'innovation collaborative. Et donc, on a perdu 1 an et demi sur le projet à cause d'un partenaire défaillant. Donc, la méthode que vous proposez, elle est vraiment importante et pour moi, elle se positionne vraiment en amont pour identifier si tout le monde est dans la même dynamique, dans le même objectif et s'applique à la stratégie du projet. Voilà. Alors, donc moi je peux vous parler. Donc, nous, on est dans le logiciel. On fabrique des logiciels. Alors, je ne sais pas si du coup on peut considérer que c'est innovant par essence, mais en tout cas, on est obligé de pédaler rapidement puisque c'est un sujet qui va très vite et la dimension collaborative, indépendamment qu'on ait envie ou pas, on est fondamentalement aujourd'hui dans une industrie qui fait plus de l'assemblage que de la création. Et notre dimension créative, c'est plutôt de choisir les bons ingrédients. Donc, intrinsèquement, aujourd'hui, dans les produits que moi, je fabrique avec mes équipes, il y a peut-être 30 ou 40% de choses qu'on n'a pas faites nous. Donc, la problématique de collaboration, elle est liée à la nature de nos produits. Après, on essaye, nous, d'orienter les choses et en particulier, on a contribué, on a participé à un projet avec, il y avait 6 éditeurs de logiciels et puis 2 laboratoires sur faire évoluer nos solutions et essayer d'avoir, au-delà des offres qu'on avait en propre, une offre globale qui permettait d'adresser éventuellement de nouveaux marchés. Donc on a lancé ça il y a plusieurs années et c'est vrai que c'est un projet qui à la fois a bousculé les équipes puisqu'il y avait une dimension très technique en fait au départ. Hein. Donc l'idée c'était de faire de la collaboration sur à la fois une nouvelle offre, donc tout le monde monte en gamme sur une offre collective et en même temps que chacun monte en gamme dans sa maîtrise technique de certains sujets qu'on avait tous besoin individuellement de traiter. Donc si vous voulez, il y avait un double enjeu. Je dirais qu'il a fallu caler les choses. Vous posiez la question tout à l'heure les facteurs de réussite, en définitive. Je dirais que pour moi, le point clé de la réussite, pour ce qu'on a réussi, parce qu'on n'a pas tout réussi, loin de là, mais on a réussi quand même des choses, c'est ce que vous évoquiez, c'est la ressource humaine, parce qu'au-delà de la posture intellectuelle, si vous n'avez pas quelqu'un qui va incarner le battement de cette dimension collaborative, c'est très compliqué. C'est-à-dire qu'en fait, chaque individu dans chaque entité va porter le flambeau de cette entité. Mais nous, on a eu l'énorme chance d'avoir tout de suite un chef de projet qui est resté pendant les 4 ans du projet, quasiment. On a eu une alternance à un moment donné, qui était une personne issue d'une entreprise. Puis au bout de 2 ans, on a changé. C'était une autre personne issue d'une entreprise, du consortium. Mais c'était quelqu'un qui était à temps plein sur l'incarnation du collectif. Et ça a été bien parce qu'en définitive, il nous servait aussi de baromètre sur l'état du projet. C'est-à-dire, quand il n'allait pas bien, ça nous disait des choses. Et puis quand il allait très bien, évidemment, ça nous disait d'autres choses. Donc ça, ce point qui est clé, c'est dans la préoccupation de se dire, est-ce que les acteurs sont
compatibles, prêts ou autres à la collaboration, c'est un point évident. Mais si on n'identifie pas quelqu'un qui va être le fil conducteur, à mon avis, on se prive d'un avantage important. Donc après, nous, on a fait avancer ce projet. Un point, mais je pense que c'est une tarte à la crème très important, c'est la problématique de synchronisation labo-entreprise. Alors quand vous avez 6 entreprises d'un côté, 2 labos, voilà, il faut se comprendre, avec des TPE pour certains qui n'avaient jamais échangé avec le début d'un labo. Hein, donc, qu'est-ce que c'est qu'une bibliographie ? Là, vous avez des responsables R&D qui commencent à dire mais de quoi parle-t-on ? Il y a Google, ou il y a je ne sais pas quoi. Donc, c'est Wikipédia ou autre, hein, peu importe. Mais en tout cas, si vous voulez, en termes de choc culturel, indépendamment de la volonté de collaborer, le fait qu'on a rédigé des documents ensemble au départ, et une profession de foi et autres, il y a quand même des choses qui sont structurellement complexes, quoi. Donc, le facteur aussi de réussite, c'est peut-être de passer un peu de temps en amont à expliquer quels vont être les objectifs des autres, en propre, qui ne seront pas les nôtres, qu'on ne partagera jamais, parce que de toute façon, la thèse d'un étudiant, ça lui appartient, et il y aura peut-être des choses à trouver pour l'industriel à l'intérieur, mais en tout cas, elle ne sera pas rédigée pour que l'industriel y trouve quelque chose à l'intérieur. Et c'est tout à fait légitime et normal, et il n'y a pas de problème. Mais préparer à l'amont ce conflit de légitimité vis-à-vis des délivrables, c'est aussi peut-être une forme de maturité du projet collaboratif. J'ai plein de choses à dire. Merci. Juste pour rebondir sur ce que vous avez dit, sur les 3 témoignages de PME, c'est que vous avez parlé d'innovation orientée produits-services, mais aussi d'innovation managériale, quelque part, avec Masbeuf Textile, une maturité dans ce domaine, une structuration qui s'est mise en place progressivement d'un projet à l'autre. Et puis, pour Agilium et puis Gorgie Timing, une personne dédiée, finalement, qui gère ce collaboratif, cet humain, et aussi le tempo, le timing, pour que le projet puisse avancer, avec aussi un même investissement des différentes parties dans ces réseaux.